qui connaissent déjà un peu mon contenu savent que je parle souvent d'antipsychiatrie. Malheureusement, j'ai jamais eu le temps de vraiment développer mes pensées sur le sujet, alors aujourd'hui, on va en parler plus en détail. Cette vidéo ne vise pas à être un cours exhaustif sur l'antipsychiatrie, ce serait beaucoup trop large pour pouvoir faire ça, mais simplement à vous partager mes pensées et mon expérience sur la psychiatrie et plus généralement sur notre manière de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques. L'antipsychiatrie, c'est un ensemble de courants de pensée qui considèrent que la psychiatrie est illégitime, voire qu'elle n'est pas un courant de la médecine au même titre que les autres, et qu'elle est généralement nuisible. Bon, déjà, en général, lorsque vous tenez ce genre de propos ou même que vous osez critiquer les traitements médicamenteux, vous êtes toujours confronté à deux types de réactions différentes. Soit on vous dit que votre discours est dangereux parce que, je cite, la psychiatrie sauve des vies, soit on vous prend directement pour un fou sur la base que vous ayez une expérience avec la psychiatrie, donc tout ce que vous avez à dire de négatif à son sujet vient probablement de votre aliénation mentale. En gros, on a tendance à rejeter catégoriquement toute pensée critique de la psychiatrie. Votre expérience est complètement invisibilisée. En dehors des cercles restreints des communautés en ligne centrées autour de l'antipsychiatrie, on a du mal à parler des problèmes de l'industrie psychiatrique. Ça, c'est quelque chose qu'il m'arrive très souvent de constater dans mon propre espace commentaire. Pourtant, je reçois aussi des commentaires de gens qui relatent leurs expériences négatives avec la psychiatrie et parfois, c'est vraiment choquant. Ça veut donc bien dire qu'il y a des mauvais traitements en psychiatrie, que ces expériences existent et qu'elles méritent tout autant d'être partagées que les expériences positives. Je pense que c'est pertinent de parler un peu de ma propre expérience avec la psychiatrie et de ce qui m'a amené à développer ce point de vue antipsychiatrique. Alors déjà, j'ai grandi dans une secte, j'ai été victime de toutes les formes d'abus possibles dans l'enfance, ce qui m'a amené à commencer à prendre des drogues très jeune, et plus tard, j'ai eu plusieurs épisodes psychotiques. Évidemment, tout ça m'a amené à voir le monde de la psychiatrie d'assez près et à être hospitalisé plusieurs fois. J'ai donc plusieurs troubles diagnostiqués, dont des TOC, de l'agoraphobie, de l'anxiété sociale, un SSPT, et j'en passe, on parlera plus tard de la légitimité du diagnostic psychiatrique. Je me suis aussi vu prescrire tout un panel de médicaments psychotropes, des anxiolytiques, des neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs et j'en passe, qu'on m'a parfois prescrit très jeune et bien entendu sans jamais m'expliquer tous leurs effets secondaires. Parce que dans cette branche de la médecine, le consentement éclairé n'existe pas. De toute façon, vous êtes un aliéné, vous ne comprenez pas. En gros, tout ce que vous devez retenir, c'est que j'ai vu et vécu pas mal de choses en lien avec la psychiatrie. Toutes les fois où j'ai été hospitalisé, parfois sous contrainte, c'était dans le public, c'est-à-dire pas en clinique. En France, il est possible d'enfermer un mineur sans son consentement sur simple demande des parents. Et pour un adulte, il n'y a besoin de l'avis que de 2 psychiatres pour ordonner une hospitalisation forcée à la demande d'un tiers. Et dans le cas de ce qu'on appelle une situation de péril imminent, un simple certificat suffit, même pas besoin de l'avis de votre famille. Ensuite, votre destin est dans les mains du juge qui n'est consulté qu'après 2 semaines. Et vous vous doutez bien qu'en hôpital psychiatrique public, le temps passe très lentement. Ceux qui sont déjà passés par là partageront très certainement mon expérience, c'est un cauchemar. Manque de place, manque d'empathie de la part du personnel médical, les doses prescrites qui sont faramineuses, on vous attache si on vous juge agressif, on vous force la plupart du temps à vous médicamenter. En gros, on nie votre propre autonomie corporelle en prétextant que vous êtes trop aliéné pour décider par vous-même. En pédopsychiatrie, j'ai déjà vu une infirmière plaquer violemment un patient même pas un peu agressif contre le mur, comme ça, par simple énervement. Et c'était un enfant. Je vous parle pas d'histoires éloignées qui n'arrivent qu'aux États-Unis comme on a pu me le dire dans mes commentaires, je parle bien de mes propres expériences en France, dans les hôpitaux publics. Rares sont les lieux où il est encore possible d'observer cette déshumanisation totale. C'est uniquement parce qu'on vous a imposé le titre de fou qu'on se permet de vous faire subir ce qu'on n'oserait même pas vous faire en prison. Évidemment, je me sens obligé de le préciser au cas où des futurs infirmiers, psychiatres ou même des personnes qui ont juste déjà travaillé dans le milieu médical tombent sur cette vidéo. Je sais très bien que dans la plupart des cas, vous voulez vous lancer dans cette profession parce que vous avez un vrai désir d'aider les personnes souffrant de pathologies mentales. Je sais que les mesures de contention sont soumises à des protocoles précis et sont censées vraiment aider un patient là où il n'y a pas d'autre solution. Mais ne me faites pas croire que les abus n'existent pas. Une infirmière au bout du rouleau qui maltraite un patient pas agressif mais chiant, ça arrive et c'est d'autant plus facilité par le contexte hospitalier où les patients sont globalement vulnérables et très peu considérés. D'après un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales de 2017, le nombre de soins sans consentement augmente et les mesures prises pour péril imminent ont plus que doublé entre 2012 et 2015. Ce qui était censé être exceptionnel est presque en train de devenir ordinaire. Sans doute parce que c'est une solution plus simple lorsqu'il s'agit de traiter des cas complexes. C'est très facile de se retrouver pris au piège de la machine psychiatrique, d'être hospitalisé contre son gré ou de devoir se présenter à une structure médico-psychiatrique et se voir médicamenté de force. Imaginez que vous traversez une période difficile, vous avez pété les plombs à cause de la pression, je sais pas, vous êtes drogué en public et vous avez tapé une phase un peu bizarre. Et il suffit de l'évaluation
consultation d'un seul médecin qui va s'entretenir avec vous dans un moment où vous êtes déjà stressé, où vous êtes sous pression. En gros, un moment qui veut peut-être rien dire sur qui vous êtes habituellement. Mais ce seul entretien suffit à décider de votre sort et surtout à vous coller l'étiquette de déséquilibré mental. Et après ça, c'est très difficile d'être écouté par le personnel médical. Tout ce que vous direz sera interprété à travers le prisme de ce qui a été inscrit dans votre dossier ce jour-là. Et si vous passez devant le juge, il vous considérera aussi comme un fou parce que après tout, c'est ce que les médecins ont décidé que vous étiez. Donc, si vous contestez la décision de vous enfermer ou de vous forcer à prendre un traitement médicamenteux très lourd, c'est normal, c'est parce que c'est un symptôme de votre maladie. C'est une boucle infernale composée de démarches administratives sans fin et de persécutions médicales. Pourtant, les erreurs de jugement de la part du corps médical arrivent bel et bien. Toujours d'après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, 44% des internements n'étaient en réalité pas médicalement appropriés. Soit parce que les troubles ne justifiaient pas une hospitalisation, ou soit parce qu'une prise en charge d'ordre social aurait été plus appropriée. Et oui, parfois on impose des traitements lourds à des gens qui avaient juste besoin d'un peu de soutien de la part de leur communauté, ou simplement de meilleures conditions de vie. Parce que le diagnostic psychiatrique, c'est aussi un outil pour pointer du doigt des éléments qu'on juge perturbateurs ou pas assez productifs pour la société. La question du diagnostic psychiatrique, c'était une des premières réflexions animant le questionnement des antipsychiatriques. Comment les aliénistes peuvent-ils pointer du doigt tel ou tel trouble psychique chez un patient alors qu'il n'existe aucun biomarqueur permettant de constater avec certitude la maladie? C'est précisément pour essayer de répondre à ce problème majeur que les psychiatres du 19e siècle ont pendant longtemps consacré leur recherche à disséquer des cerveaux en essayant d'y trouver des lésions anatomiques observables qui pourraient expliquer les troubles psychiques. Ils s'efforçaient de trouver des caractéristiques biologiques mesurables à l'origine de symptômes précis et réguliers, sans doute aussi pour gagner en crédibilité auprès de leurs collègues et donc diriger la psychiatrie au rang de spécialité de la médecine à part entière. Parce que oui, la psychiatrie est bien la seule branche de la médecine où on est parfaitement incapable de pointer du doigt un quelconque problème physiologique précis, ou même d'ailleurs d'établir des symptômes spécifiques qui se manifesteraient de la même manière pour tout le monde. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les psychiatres n'ont jamais réussi à découvrir quoi que ce soit de définitivement probant. Aujourd'hui encore, le diagnostic psychiatrique s'établit sur seule observation du patient. Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il parle clairement? Est-ce que sa pensée a l'air claire ou désorganisée, etc. C'est le résultat d'un dialogue entre le médecin et son patient. Cette approche ne se base sur aucun fonctionnement scientifique et pose déjà plusieurs problèmes. Un patient qui s'exprime mal se fera moins bien comprendre par le psychiatre, qui peut facilement confondre son manque d'éloquence avec le discours décousu d'un schizophrène. Je vous laisse en description le lien d'une étude assez intéressante qui parle exactement de cette problématique du langage dans l'entretien psychiatrique et surtout du lien de causalité entre un manque d'éloquence et une erreur de diagnostic. Bien s'exprimer ou mal s'exprimer, c'est aussi souvent lié à votre milieu social. En gros, si vous êtes pauvre, vous avez plus de chances de vous faire injustement diagnostiquer schizophrène, et globalement d'être moins bien pris en charge. D'ailleurs, la notion de classe est fortement liée aux problématiques de santé mentale. Mais quoi qu'il en soit, la vie médicale du psychiatre est toujours influencée par des critères extérieurs. Il n'y peut rien, l'absence de méthode scientifique propre à l'entretien psychiatrique en lui-même rend toute objectivité impossible. Déjà, la distribution du pouvoir dans la relation psychiatre-patient est inégale. C'est toujours le psychiatre qui aura le dernier mot, c'est lui votre juge. Mais en plus, le psychiatre est soumis à toutes sortes de biais qui parasitent son observation et dirigent son opinion. Par exemple, chez les femmes, le trouble de la personnalité borderline est très largement surdiagnostiqué, alors que c'est un diagnostic particulièrement pesant pour le patient et qui nécessite souvent un traitement lourd. Une erreur de diagnostic a le pouvoir de baiser votre vie pendant de longues années. Mais pourtant, un diagnostic irréfutable en psychiatrie, ça n'existe pas. Ça relève du pur fantasme. Rien ne dit que le patient saura exprimer correctement ce qu'il ressent de façon à être parfaitement compris par le psychiatre. Le patient exprime des concepts parfois abstraits, des émotions complexes, et même quand il s'agit de décrire des symptômes, il ne maîtrise pas nécessairement le lexique médical. Il peut confondre, se tromper, et du coup induire le psychiatre en erreur. Au final, le diagnostic psychiatrique se base sur un système de catégories composé de critères. Puisque les aliénistes n'ont pas réussi à trouver des lésions anatomiques concrètes sur lesquelles baser leur diagnostic, ils ont inventé leur propre système de classification. Et si les critères de ce système sont trop larges ou trop restreints, le risque d'erreur de diagnostic augmente. Pourtant, c'est encore toute la base de la psychiatrie. On peut donc aller encore plus loin en contestant le concept même de pathologie mentale. Bon, je vais dire une banalité, mais les concepts de normal et d'anormal sont parfaitement subjectifs. Mais pour autant, c'est bien la sensation qu'un comportement est anormal qui nous conduit à le définir comme pathologique, avant même de penser aux notions de bien-être et de qualité de vie du patient. C'est d'abord parce qu'on constate
constate qu'un comportement est déviant qu'on se met à inventer des critères de diagnostic et à les inscrire dans le DSM. En France, l'homosexualité a bien été considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1992. Il ne faut jamais oublier que la psychiatrie a très souvent servi d'outil de répression politique. Un très bon exemple, c'est le cas de la schizophrénie torpide, une maladie créée de toutes pièces en collaboration avec le KGB et utilisée en Union soviétique pour réprimer et enfermer les opposants au régime. Des exemples comme ça, il y en a plein et c'est tout à fait compréhensible. Désigner ses opposants comme fous, c'est l'outil parfait pour faire en sorte que personne ne les écoute. Et surtout pour punir, enfermer et faire taire en faisant mine de les soigner. Alors évidemment, je dis pas que toutes les maladies mentales sont inventées de toutes pièces. Personnellement, je suis handicapé tous les jours de ma vie parce que mes tocs me font perdre un temps fou ou tout simplement parce que j'arrive pas à sortir de chez moi. Mais je pense qu'il est bon de toujours rester un peu critique sur la question du diagnostic en psychiatrie. Et surtout, de ne pas oublier que ce qu'on désigne tout naturellement comme un comportement déviant est largement influencé par le contexte social dans lequel nous évoluons. Un autre phénomène assez parlant, c'est cette manière qu'on a d'inscrire le diagnostic psychiatrique dans l'identité même du patient. Par exemple, on dit « je suis bipolaire » ou bien « je suis dépressif ». C'est bien quelque chose de propre à la psychiatrie. On ne dirait pas qu'on ait le rhume ou le cancer, mais on a juste un rhume ou un cancer. Mais on envisage la maladie mentale comme quelque chose de fixe, d'intérieur à l'être. C'est du moins le discours qu'on tient quand on vous impose un diagnostic. Pourtant, ce qu'on va considérer comme un trouble psychiatrique, c'est parfois rien d'autre qu'une réaction à son environnement. Avant, on diagnostiquait assez facilement une dépression dès qu'un patient osait dire à son psychiatre qu'il se sent triste depuis plus de 2 semaines, mais maintenant, dans le monde médical, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle le shit life syndrome, syndrome de la vie de merde. Une nouvelle expression qu'ont trouvé des médecins au Royaume-Uni pour décrire l'état de certains de leurs patients. Cette idée que c'est plutôt des circonstances de vie merdiques qui nous rendraient dépressifs implique que cette maladie est purement contextuelle. Faudrait juste essayer d'améliorer sa qualité de vie et la maladie disparaîtrait d'elle-même. Pourtant, on prescrit encore quasi systématiquement des antidépresseurs à un patient dès qu'il se présente à son médecin en décrivant des angoisses, une perte de motivation ou une tristesse. Parfois, ils sont prescrits avant même de réussir à établir un quelconque diagnostic précis. Oui, voilà, la vérité, c'est que la plupart des psychiatres ne savent pas faire grand-chose de plus que d'imprimer des polycopiés ou prescrire des molécules en suivant une sorte d'arbre de décision sommaire. En gros, c'est presque au hasard, vous êtes leur cobaye, on va vous prescrire des médicaments juste pour voir ce que ça fait. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on continue systématiquement de prescrire des médicaments psychotropes alors que la sphère médicale elle-même s'intéresse de plus en plus à ces démarches contextuelles pour traiter les maladies psychiatriques? Si votre psychiatre vous a déjà prescrit n'importe quel médicament, à part si vous avez eu la chance de tomber sur un aliéniste un peu plus empathique que ses collègues, vous vous souvenez peut-être qu'il n'a même pas daigné vous expliquer un peu comment ces molécules allaient agir sur la chimie de votre propre cerveau, ni même vous mettre en garde sur les potentiels effets secondaires que vous risquez d'expérimenter. Alors oui, peut-être qu'il vous a vite fait dit que vous risquiez d'avoir la bouche un peu sèche, un peu mal à la tête, ou quelques vertiges, mais que ça devrait s'arrêter très vite dès que vous vous habituerez au traitement. Par contre, étonnamment, il ne vous a sans doute pas dit que vos antidépresseurs vous feront probablement perdre toute libido, voire même vous rendre impuissant, et ce pendant toute la durée du traitement. Et j'imagine qu'il ne vous a pas non plus parlé du risque, pourtant non négligeable, de PSSD. Et oui, aussi terrifiant que cela puisse paraître, c'est une vraie possibilité avec les antidépresseurs ISRS. En gros, le type d'antidépresseur le plus largement et le plus facilement prescrit. En gros, vous risquez de développer toutes sortes de dysfonctionnements sexuels persistants bien après l'arrêt du traitement, et qui peuvent devenir chroniques et surtout irréversibles. Impuissance, troubles érectiles, baisse de testo et diminution de la qualité du sperme avec des dégâts sur son ADN. C'est déjà pas mal, et encore, on parle que d'un effet secondaire avec un seul type de médicament. En fait, ils jouent juste avec la chimie de votre cerveau, alors que eux-mêmes comprennent à peine la complexité des interactions entre les molécules qu'ils nous prescrivent et tout le système endocrinien du cerveau. D'ailleurs, votre aliéniste se gardera bien aussi de vous prévenir du sevrage des antidépresseurs. Pourtant, il vous force presque à vous engager dans une relation longue. Encore une fois, quand vous êtes un aliéné, la notion de consentement éclairé n'existe pas. En général, on prescrit des antidépresseurs sur des périodes d'1 ou 2 ans, parfois plus, parfois toute une vie. On m'a donné 200 mg de sertraline à prendre chaque jour, sans jamais me prévenir que si j'avais le malheur d'oublier de prendre mes médicaments ou de faire renouveler mon ordonnance, je serais pris de vertiges horribles en plein milieu de ma journée, que je vomirais mes tripes dans la rue, et surtout, on m'a jamais parlé du phénomène pourtant très courant des brain zaps. Les brain zaps, en gros, c'est juste une sorte de décharge électrique qui vous foudroie directement un
à l'intérieur de votre cerveau. C'est extrêmement perturbant, ça vous empêche de parler et ça arrive quasiment toutes les 30 secondes, en boucle. Mais bon, rien de très grave. Il me suffisait de rattraper la prise de médicaments que j'ai manqué et ça allait mieux. Le vrai enfer a commencé quand mon agoraphobie et mon anxiété sociale m'ont complètement empêché de sortir de chez moi et donc d'honorer mes rendez-vous. Je sais, c'est de ma faute, je prends mes responsabilités, c'est parfaitement déconseillé d'arrêter d'un coup un traitement aux ISRS, en plus je le savais. Je pensais que j'allais vomir un peu, avoir des vertiges comme quand j'oubliais de prendre mon médicament. Jamais j'aurais pu imaginer que les vertiges constants et les coups de jus dans mon cerveau duraient plus de 6 mois. 6 mois à avoir des décharges électriques dans mon cerveau toutes les 30 secondes. Impossible d'essayer d'avoir une conversation normale avec quelqu'un, j'étais tout le temps coupé par des sortes de mini-spasmes qui accompagnaient les décharges électriques, en boucle. Si vous voulez mon avis, c'est presque de la torture psychologique. Le pire reste quand même les antipsychotiques et surtout en milieu hospitalier. Déjà, dans le cadre d'un hôpital ou aux urgences psychiatriques, il faut savoir qu'on a le droit de prescrire des dosages bien plus élevés que ce qu'on a l'habitude de faire en simple consultation psychiatrique. Et là, c'est encore pire, on vous explique rien du tout. On vous tend juste une petite pilule bleue dans un petit gobelet en plastique et vous êtes sommé d'avaler le contenu du gobelet sous surveillance de l'infirmière. D'après mon expérience, je pense que la camisole chimique est indéniablement bien plus cruelle que les dispositifs de contention physique. La contention physique est violente, quoiqu'elle peut parfois être apaisante, mais sous antipsychotique, je n'arrivais même plus à fermer la bouche. La camisole chimique est une atteinte au plus profond de votre être. On vous rend bête, incapable de réfléchir ou de former n'importe quelle pensée complexe. On vous dépossède de tout ce que vous êtes. Je me souviens d'une anecdote particulièrement parlante à l'époque où j'étais encore hospitalisé en pédopsychiatrie. J'étais énervé, les journées en HP sont particulièrement vides et chiantes. Qu'est-ce que je pouvais faire dans ce contexte où je suis enfermé toute la journée, infantilisé et déshumanisé, et où la distribution de pouvoir est de toute façon inégale? En hôpital psychiatrique, l'aliéné n'a plus de droits humains. On se fait réveiller à une heure précise tous les matins, on doit se doucher à une heure précise sous la surveillance d'infirmiers, il y a des plages horaires où vous devez rester dans votre chambre, occupé à rien faire, et d'autres où vous avez le droit de lire un peu ou d'aller dans la salle commune. Tout votre quotidien est soudainement régi par des lois tout à fait arbitraires parce que vous avez été jugé aliéné. Ce jour-là, je pensais qu'on allait me donner ma date de sortie, mais ça ne s'est pas fait. Donc, je pète un plomb, je crie et je jette quelques coups sur le sol et dans les meubles. Je crois qu'après avoir passé plusieurs semaines ici, sans pouvoir sortir une seule fois ou même pouvoir ouvrir la fenêtre de ma chambre, que c'est une réaction tout à fait normale. Tout le monde a ses limites, une sorte de point de rupture. Mais en tant qu'aliéné, je n'ai eu le droit à aucun dialogue, aucune empathie. On m'assène mécaniquement une dose d'antipsychotique pour me calmer. Ma colère était une réaction normale et j'aurais dû avoir le droit de la traverser comme n'importe qui d'autre. Mais on ne m'y a pas autorisé. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir plutôt prescrire des antipsychotiques en faible dose à des patients simplement anxieux parce qu'ils sont beaucoup moins addictifs que les benzodiazépines. Pourtant, les effets secondaires des antipsychotiques sont particulièrement plus violents et courants que ceux des anxios et des antidépresseurs. Vous pouvez avoir des choses vraiment marrantes comme l'acathysie, c'est-à-dire une impossibilité totale de rester en place tout en ressentant un inconfort extrême dans tout son corps. Ou vous pouvez vous retrouver complètement paralysé, devenir incontinent, prendre énormément de poids sur une période très courte. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les effets secondaires des médicaments psychotropes, je vous invite à regarder ma tier list sur le sujet. Sinon, sur le subreddit r/antipsychiatrie, qui est une des plus grandes communautés en ligne autour de l'antipsychiatrie, c'est pas les expériences et les témoignages cauchemardesques qui manquent. C'est connu, les antipsychotiques amoindrissent vos capacités cognitives, et ce, parfois de façon permanente, si vous avez le malheur d'être sous traitement pendant plusieurs années consécutives. J'ai eu de la chance, j'en ai pas pris plus que quelques mois avant d'arrêter subitement quand je me suis rendu compte que j'étais lentement en train de devenir un zombie. Et pourtant, même après en avoir pris sur une période aussi courte, j'ai mis des années à récupérer pleinement mes capacités cognitives. J'oubliais les mots les plus simples et j'avais du mal à penser conceptuellement pendant hyper longtemps. Il y a un livre assez bien de Joseph Chovanec qui s'appelle Je suis à l'Est et qui retrace un peu son parcours avec la psychiatrie et surtout comment il s'est retrouvé pendant des années à enchaîner des traitements psychotiques très lourds qui l'ont complètement abêti à cause d'une simple erreur de diagnostic. En fait, la plupart des médicaments psychotropes ne sont pas en soi particulièrement efficaces. C'est surtout le cas des neuroleptiques. On brime juste entièrement le cerveau, et puisqu'il est complètement lobotomisé, il se calme. Aux yeux des soignants et de la société, il est moins déviant. Pourtant, le patient, lui, souffre encore. Pour les antidépresseurs, c'est plus ou moins pareil. On imagine que le dépressif a une carence en sérotonine, on l'aide à en produire artificiellement plus. Mais c'est pas toujours efficace, encore moins sur le long terme, ou après l'arrêt du traitement une fois que le cerveau s'est bien habitué à travailler avec cette surproduction chimique de sérotonine. Bien entendu, encore une fois, je sais que ces médicaments fonctionnent très bien sur certains, qu'ils se sentent réellement aidés par leur traitement alors que leur maladie les incapacitait complètement. Je connais
connais des gens qui n'ont même pas, ou presque pas, d'effets secondaires dérangeants. Mais cela n'empêche pas qu'on a le droit de parler de la réalité d'autres personnes dont la vie est ruinée par les traitements psychiatriques. Parce que oui, la psychiatrie, ça ruine bel et bien des vies. Biologistes, neurologues, scientifiques, tous s'accordent sur le fait qu'on est très loin de comprendre comment fonctionne le cerveau. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de développer des médicaments psychotropes censés guérir des troubles eux-mêmes sujets à discussion? Et surtout, comment est-ce que c'est possible que ces traitements soient distribués à l'aveugle, parfois sur la seule base d'un QCM? Il faut bien garder en tête que derrière cette manie à prescrire systématiquement des médicaments, même lorsque le patient a juste une vie de merde, il y a bien évidemment l'industrie pharmaceutique. Un psychiatre, en soi, ne sait rien faire d'autre qu'écrire des prescriptions. Et s'il ne peut pas vous prescrire quelque chose, il ne voudra pas vous traiter, il vous redirigera vers un thérapeute ou un psychologue, qui sont, soit dit en passant, encore plus des pseudosciences. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo à part entière sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but de l'industrie pharmaceutique, bien entendu, c'est avant tout de faire du profit. Ce n'est pas les exemples de scandales de l'industrie pharmaceutique qui manquent, notamment la crise actuelle des opiacés aux États-Unis, qui est directement causée par le labo Purdue Pharma. L'industrie pharmaceutique va démarcher des médecins, financer des études, parfois truquées, ou inventer complètement des concepts, comme cette idée du docteur James Campbell qu'il faudrait penser la douleur comme le 5e signe vital. Évidemment, il était membre de plusieurs comités de docteurs centrés sur le traitement de la douleur et fervent défenseur de l'usage d'oxycontin pour traiter les douleurs chroniques. Tout ça pour dire que le lobbying existe bel et bien et c'est pas complotiste de parler de Big Pharma. Ce sont avant tout des entreprises et la principale vocation d'une entreprise, c'est de faire rentrer de l'argent et pas de soigner des gens. Le labo Eli Lilly, dont j'ai déjà très brièvement parlé dans une tier list, a notamment été impliqué dans pas mal de controverses. Un patient sous Prozac, le médicament antidépresseur le plus vendu par Eli Lilly, a tué 7 personnes sous l'effet du médicament avant de mettre fin à ses jours. Le laboratoire était bien conscient du risque de cet effet secondaire, mais a choisi de les cacher et de soustraire des documents à la justice. Et c'est même pas la première fois. Ça a aussi été le cas avec Zyprexa, dont il faisait une promotion particulièrement agressive, en encourageant même les médecins à en prescrire pour des indications autres que celles pour lesquelles il avait été autorisé, genre pour la maladie d'Alzheimer par exemple. Alors que c'est surtout un antipsychotique particulièrement puissant, normalement utilisé dans le cadre de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Il a d'ailleurs des effets secondaires particulièrement ravageurs, puisqu'il y a un lien direct entre la prise de Zyprexa et le développement du diabète. D'ailleurs, l'agence de sécurité sanitaire française a carrément interdit aux représentants pharmaceutiques d'Eli Lilly de distribuer aux médecins des documents promotionnels sur le médicament Alimta, un médicament pour le cancer, parce que des études cliniques y figurant étaient présentées de manière non objective. Franchement, on pourrait parler des heures d'Eli Lilly, et d'ailleurs, sachez que George Bush, après avoir quitté la CIA, a activement œuvré à l'intérieur du laboratoire, mais vous faites ce que vous voulez de cette information. Donc, les laboratoires pharmaceutiques sont des scammers nés. Ils n'ont aucune honte à mentir ou à dissimuler des informations si ça leur permet de défendre leurs intérêts ou de se faire plus d'argent, c'est un fait. Un des plus grands scams mondiaux, pour moi, c'est cette idée de déséquilibre hormonal quand on parle de la dépression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette théorie quelque part, voire même que votre psychiatre vous l'a expliqué avant de vous prescrire des antidépresseurs. La dépression s'expliquerait simplement par un déséquilibre hormonal, votre cerveau ne produit juste pas assez de sérotonine, c'est comme une carence. Du coup, évidemment, la solution toute trouvée, c'est de vous prescrire des antidépresseurs ISRS pour pallier à vos lacunes en production naturelle de sérotonine. Or, il n'y a aucune étude prouvant que ce serait ce déséquilibre hormonal qui cause la dépression. C'est une théorie purement inventée par les labos pharmaceutiques quand Eli Lilly a lancé le Prozac à la fin des années 70. Le but, c'était déjà, comme pour les psychiatres du 19e siècle, de pointer des causes biologiques à la dépression. Mais c'était surtout de vendre un maximum de Prozac en le présentant comme étant la solution idéale à ce déséquilibre hormonal aux médecins. Ça a plutôt bien marché puisque c'est, encore aujourd'hui, l'un des antidépresseurs les plus prescrits au monde et un des produits les plus vendus d'Eli Lilly. En fait, c'est un peu le cas de tous les autres ISRS qui fonctionnent tous plus ou moins de la même manière en aidant votre cerveau à produire plus de sérotonine. Alors que l'idée que la dépression est causée par un manque de sérotonine est une sursimplification complètement erronée, une simple technique de marketing de Big Pharma. Et si on met cette idée en perspective au syndrome de la vie merdique dont on parlait tout à l'heure, on se demande si la surprescription d'antidépresseurs ne serait pas contre-productive, voire même nuisible, alors que dans la plupart des cas, il faudrait peut-être d'abord se concentrer sur le contexte social dans lequel évolue le patient,
son mode de vie, la qualité de ses relations sociales ou son travail. Est-ce que les antidépresseurs sont vraiment une solution appropriée? Et puisque le déséquilibre hormonal n'explique pas la dépression, est-ce qu'ils sont au moins efficaces? En fait, il y a plein d'études qui tendent à démontrer que les antidépresseurs ISRS ne sont pas si efficaces que ça, et particulièrement sur le long terme. Ils sont presque glorifiés. C'est le premier réflexe des médecins de prescrire des antidépresseurs à un patient anxieux ou déprimé, parce que cette théorie du déséquilibre hormonal est encore particulièrement populaire. Et d'ailleurs, la plupart des médecins y croient encore. Quoi qu'il en soit, il est aussi difficile de parler d'antipsychiatrie que de parler honnêtement de comment les troubles psychiques peuvent réellement impacter la vie de quelqu'un. J'ai déjà dit avant qu'on me disait souvent que mon discours était dangereux. Récemment, on parle de plus en plus de maladies mentales, surtout sur les réseaux sociaux, avec un but à la base assez noble de vouloir déstigmatiser les troubles psychiques. Mais puisque ce débat se concentre essentiellement sur les réseaux sociaux, il faut quand même que tout soit esthétique, il faut faire des belles slides, et au final, tout est aseptisé, on lit toujours les mêmes conseils bidons. Je trouve que c'est parfaitement contre-productif. Au final, ça en devient encore plus difficile de parler honnêtement de ces troubles mentaux parce que tout ce qu'on veut entendre, c'est les aspects mignons de la maladie, ceux qui font pas tâche sur un feed Instagram. Et bien entendu, ça induit forcément des gens à se reconnaître dans des points bidons à cause d'un biais cognitif que vous connaissez sûrement, et donc à se déclarer malade. Et pendant ce temps, aucun discours réel n'est possible. On ne peut pas parler d'une réalité qui dérange, et en même temps, on peut pas critiquer la psychiatrie. C'est aussi intéressant de remarquer qu'on pousse de plus en plus les gens à aller consulter. Il y a des TikTok qui font des blagues sur le sujet, des slides qui parlent de l'importance de la thérapie. Par contre, personne ne parle des abus de la thérapie et du danger des traitements psychiatriques. On dit aux gens d'aller consulter comme pour se débarrasser d'un fardeau, sans rien savoir de l'efficacité réelle de la consultation. D'ailleurs, surtout aux États-Unis, on commence à faire la promotion d'IA thérapeute. On se débarrasse complètement du problème, on isole complètement les personnes les plus vulnérables de notre société. Je ne dis pas que les gens ont le devoir d'écouter leurs amis parler de leurs problèmes, par exemple, mais la notion de communauté, le fait d'être entouré, ou au final la simple discussion humaine non rémunérée et surtout sans échange de pouvoir inégal, c'est parfois bien plus efficace que de s'enfiler du tertian chaque soir. Les injonctions aveugles à se diriger vers la psychiatrie sont bien plus dangereuses que les discours antipsychiatriques. La psychiatrie ruine bel et bien des vies. Aujourd'hui encore, j'ai des séquelles des traitements psychotropes que je garderai probablement toute ma vie. Et je suis loin d'être le seul. Je suis sûr que vous avez vous-même eu pas mal d'expériences d'abus de la part du corps psychiatrique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, ça m'intéresse. Au final, j'ai pas de solution. Et d'ailleurs, je prétends pas pouvoir en proposer. Pourtant, c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent en commentaire. D'accord, tu critiques, mais t'as quoi à proposer? Je pense pas que ça soit mon rôle en tant que survivant de la machine psychiatrique. Je pense pas qu'on ait le droit de dénoncer des abus ou de parler de son expérience uniquement si on propose des solutions. Au contraire, il faut libérer la parole. On a le droit de critiquer la psychiatrie, surtout quand on en a été victime. Et surtout, notre parole vaut quelque chose, même si un médecin nous a un jour inscrit une prétendue folie dans un dossier médical. N'ayez pas peur de parler, restez critique et surtout restez antipsychiatrique.